Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de Vox Live. Et cette fois, pas question de décrypter les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, nous vous proposons de revenir sur les temps forts qui ont marqué le continent cette année. La tentative de coup d'État au Bénin, la fin des accords militaires entre le Tchad et la France ou encore l'arrestation de Kémy Séba, sans oublier l'absence prolongée du président Paul Biya au Cameroun. Pour ce troisième numéro du best-of de l'année, revenons sur ces émissions fortes, des émissions que vous avez appréciées, puisque nous décryptons ensemble le visage des présidents de la transition et leur style de gouvernance. Cap sur le Burkina Faso et le Gabon, les styles de Traoré et Oligui Nguema, c'est maintenant. Pour l'instant, M. Traoré est dans un jeu d'équilibriste, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il a une communication qui est intéressante, mais parfois la communication est loin d'avoir les résultats escomptés sur le terrain. Je vous laisse réagir dans un instant. Vous vouliez peut-être oui, je voulais dire que déjà des défis ambitieux. Est-ce que le bilan est à la hauteur des enjeux qui étaient fixés à 6 mois au début? Alors, le bilan sécuritaire, déjà, je pense que ça va avec sa ligne droite, sa politique. C'est-à-dire qu'il est salutaire qu'il ait une armée en fait de citoyens, parce qu'on a parlé d'un recrutement de 30 000 personnes, mais surtout de citoyens engagés pour la reconstruction de leur peuple. Et ça va exactement avec ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il veut que le peuple soit en fait au devant de sa sécurité. Maintenant, le bilan, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut encore un peu laisser le temps. C'est encore une période de transition. Et dans la période de transition, il y a des différents bilans qu'on peut faire, des différents bilans qu'on peut faire de manière intermédiaire. Mais si on doit le juger encore sur quelques années, je dirais 5 ans, le temps vraiment peut-être d'un mandat, vraiment d'un mandat en fait réel. Mais c'est vrai que après 6 mois et après 2 ans, c'est vrai qu'au niveau sécuritaire, en fait, il y a encore du progrès à faire. Je vous voyais réagir, Fautine, on est... Frédéric Tchoungui estimait qu'on était un peu plus loin du compte. Je ne partage pas forcément totalement l'avis. Il faut dire qu'il n'y a pas d'exemple, que ce soit en Afrique ou ailleurs, où dans une guerre asymétrique, il est évident pour un régime en place, même avec une armée bien préparée, bien structurée, de pouvoir éradiquer des personnes qui ne sont pas structurées justement, qui mènent des attaques sporadiques, qui ne sont pas toujours identifiables dans la population, qui sont clairsemées et éparpillées sur un territoire qui peut être très important, qui ont aussi surtout la possibilité de se replier vers des territoires comme la Libye et autres, qui est un pays totalement sinistré et déstabilisé avec l'action de l'OTAN justement. Mais donc dans ce contexte-là, on ne peut pas dire que les résultats ne sont pas intéressants ou probants. Ils sont probants simplement. Il faut aussi considérer la réalité qui est que c'est une guerre asymétrique contre un ennemi qui, lui, naturellement, ne vient pas avec une armée bien structurée, bien identifiable, localisable. Et donc, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus compliqué de parvenir aux résultats. Sur la question, justement, de l'hyper-présidentialisation du visage du capitaine Ibrahim Traoré, moi, je suis totalement d'accord avec sa manière de procéder, parce que quand on est dans un pays qui est en insécurité totale, on ne peut pas être dans un fonctionnement qui est le fonctionnement d'un pays en paix, dans lequel effectivement on aurait pu demander qu'il y ait une transition qui se passe dans les délais escomptés, mais l'indicateur le plus intéressant, c'est le ressenti de la population. Si effectivement les populations du pays manifestent une volonté réelle de voir s'arrêter la transition, à ce moment-là, je serais d'accord pour que potentiellement on puisse s'interroger sur la permanence de cette période de transition. Mais on a l'impression, avec sa communication, avec l'ouverture, avec la proximité qu'il semble avoir dans sa communication vis-à-vis du peuple, il faut noter qu'à la différence de beaucoup de nos présidents qui sont éloignés des peuples, lui, il a une communication proche, il s'exprime généralement dans des salles pleines. La dernière allocution, c'est à la radio, avec des questions-réponses, c'est une communication innovante, très proche de son peuple, de sa population. Il prend les réclamations, il note également les remarques, et je pense qu'il est tout à fait en mesure de réajuster le moment venu sa politique. Mais personnellement, pour le moment, je vois que la population burkinabé, dans une large majorité en tout cas, le soutient, et tant qu'elle le soutient, il peut rester. Oui, tout à fait. Alors moi je vais répondre à 2 aspects. Le premier aspect, ce n'est pas le fait de dire qu'il ne mène pas d'action, parce que ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
ou que ses actions ne mènent pas de fruits. Ce que je suis en train de dénoter, c'est qu'il a dit, lorsqu'il a pris le pouvoir, que d'ici 6 mois, j'aurais rétabli la sécurité sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas. Donc lorsque l'on vient et qu'on rencontre le peuple et qu'on lui fait des promesses, c'est bien de les tenir. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est l'hyper-présidentialisation. Vous savez, lorsqu'il y a des coups d'État qui sont menés, il y a 2 choses qui peuvent en découler. La première chose, c'est le rétablissement d'une démocratie derrière, c'est-à-dire un jeu démocratique qui va permettre que nous, après cette transition liée au coup d'État, nous avons maintenant un système démocratique qui fonctionne plus ou moins, qui permet une alternance dans le pays et qui permet d'avoir une succession qui n'est pas personnifiée par un seul individu. Et l'autre aspect, c'est la totale répression et la mise en cage du pouvoir par un seul homme. C'est ça le gros problème avec les transitions qui sont issues d'un coup d'État. C'est qu'en général, elle accouche d'un président qui sera le président ou le chef, peu importe comment il est nommé, qui va être un président, un dirigeant qui va avoir une ligne de conduite qui va prendre pendant des années, 10-15 ans, le laisser au pouvoir et son pouvoir sera de plus en plus répressif. C'est pour ça que c'est très important qu'on sorte rapidement de cette hyper-présidentialisation et que M. Traoré essaie d'instaurer des institutions fortes pour pouvoir que lorsqu'il partira, le pays, entre guillemets, ne tombera pas avec lui, mais qu'il y aura une continuité. C'est pour ça que c'est très important qu'on ne reste pas dans ce schéma-là de transition très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, il avait donné un certain temps et il a repoussé déjà en se disant, bon, on verra dans 5 ans où on en est. Mais d'ici 5 ans, où est-ce que la liberté, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des libertés qui se passent au Burkina Faso, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est quand même muselée d'une certaine manière et qu'elle est concentrée en un seul homme, M. Ibrahim Traoré, qui donne des directives. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas contre son action. Maintenant, ce que je pense être important, c'est que son calendrier se tienne. Non pas qu'il procède comme il a fait maintenant, mais qu'il mette un calendrier clair qui dénote que, ok, en 2027 peut-être, il y aura des élections ouvertes et à ce moment-là, on part dans le jeu démocratique. On va poursuivre sur la question de la coopération militaire. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Foting, le fait de se tourner notamment vers la Russie. On rappelle qu'en janvier 2023, le Burkina Faso a demandé le retrait des forces françaises. C'est un symbole fort d'émancipation. Cédric, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que le fait de se tourner vers la Russie et de demander le retrait de la France est des choix judicieux pour le pays ? Ou au contraire, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la critique en disant qu'un nouvel acteur étranger peut être taxé comme ça d'ingérence? Alors, il y a plusieurs points sur cette question. Déjà, ça, comme je le disais, ça va avec la ligne du président Traoré. C'est qu'il cherche d'abord la souveraineté totale du pays, politique, militaire, économique, social. Donc, il cherche des partenaires qui comprennent le Burkina Faso en règle générale, l'Afrique et le panafricanisme. Et dans ce sens, la Russie semble être un partenaire de choix qui peut pouvoir, en fait, et particulièrement le groupe Wagner, pour pouvoir, en fait, assurer, en fait, la sécurité ou aider à la sécurité du pays. Et donc, du coup, oui, effectivement, comme dans beaucoup d'autres pays, la Russie vient en avant-garde. Mais il a d'autres partenaires aussi, comme la Turquie, où il a pris des drones, en fait, pour l'armée. On a parlé tout à l'heure des partenaires africains pour les formations des jeunes. Oui, on parlait de ceux étrangers au continent. Oui, alors, bon, ceux étrangers au continent comme la Turquie, effectivement, il essaie de diversifier en fait ses différents partenaires. Et je pense que actuellement, en termes de sécurité, il joue entre les deux. C'est-à-dire qu'il cherche un partenaire qui va comprendre le Burkina Faso du point de vue total, c'est-à-dire aussi sécuritaire. Mais il joue aussi sur le fait qu'il voudra avoir une armée vraiment de panafricains. C'est pour ça qu'on parlait de recrutement. Et je pense que, oui, pour répondre à la question, oui, je pense que stratégiquement, pour l'instant, il semblerait que la Russie comprenne mieux les enjeux du Burkina Faso. Faut-il se tourner vers la Russie, c'est judicieux? Disons que de toutes les manières, on ne peut pas vivre en autarcie. On est dans un monde globalisé et naturellement, il y a un certain nombre de puissances qui mènent la danse. Et naturellement, pour sortir de la domination de l'impérialisme, il n'est pas possible de le faire en étant des micro-États comme nous le sommes, sans qu'il n'y ait de soutien, de poids, qui permettent naturellement de faire le contrepoids ou le contre-pouvoir. C'est intéressant ou important de souligner qu'à la différence de la présence militaire
françaises qui avaient donc des bases militaires qui ne servaient pas qu'à assurer la sécurité. Il faut rappeler l'exemple de la Côte d'Ivoire, dans laquelle l'armée française, naturellement, fait partir un président en exercice qui a été déclaré vainqueur d'une élection par le Conseil constitutionnel. L'armée française intervient pour le déloger et placer quelqu'un qui est plutôt favorable aux intérêts français, en tout cas, qui l'est plus que d'autres. Donc c'est important aussi de rappeler que c'est ce jeu-là, ce double standard de ceux qui étaient là avant, à qui on demande de partir, pour la simple raison qu'on voit le double standard dans la mesure où au Tchad, il y a une transition militaire également qui se fait naturellement pas selon les modes prévus par la Constitution, qui est naturellement validée par la France, hein, qui accompagne le président français, s'est d'ailleurs rendu sur place pour donner des gages aux populations tchadiennes qu'il y aurait une transition. Il a adoubé naturellement le fils Déby et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il faut noter aussi que au final, quand on parle de malaise avec les transitions militaires, moi j'ai envie de poser la question à tous les pays d'Afrique francophone. Est-ce qu'il y a vraiment un bien-être avec les transitions dites entre guillemets démocratiques? C'est toute la question justement des tripatouillages, du maintien au pouvoir par la fraude électorale, par l'aide des puissances étrangères notamment. Quand on n'est pas quelqu'un qui tient son pouvoir du peuple, naturellement, on n'est pas comptable devant ce peuple-là et on se retourne généralement vers des puissances étrangères pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qui justifie le fait que des coups d'État puissent se produire. Et moi, personnellement, je pense que c'est important de noter que la Russie n'a donc pas une présence physique militaire sur place, qu'elle n'intervient pas dans les processus démocratiques ou politiques dans les pays où elle... Voilà, et ça c'est intéressant. Alors, je vois réagir, vous n'êtes pas du même avis. Moi je ne suis pas du même avis, d'abord par rapport au fait que vous disiez que vous saluez le coup d'État comme étant un procédé salvateur qui peut être vu comme tel, c'est ce que vous avez évoqué. Je n'ai pas prononcé le mot saluer. Salvateur, vous avez... C'est vous qui je vous paraphrase. Bon, je dis simplement que malheureusement, il y a des processus dits démocratiques, entre guillemets, qui malheureusement pour nous en Afrique centrale, en Afrique francophone d'une manière générale, donnent lieu à des dictatures qui se basent sur la fraude pour se maintenir au pouvoir, qui se basent sur des alliances étrangères, qui permettent des ingérences, que ce soit militaires ou politiques, de pays de puissances étrangères sur notre continent. Cela crée des conditions favorables au coup d'État. Je n'ai pas dit que j'étais pour un coup d'État ou que c'était Frédéric Chungui, on vous laisse répondre à Alors, je vais juste répondre à la question de base. Alors, la Russie, peut-elle être taxée d'ingérence? C'est ça, exactement. Alors, le gros souci avec ce type d'intervention, c'est de savoir qu'est-ce que le Burkina Faso a donné en échange. Parce que c'est très bien de se dire qu'effectivement, la Russie vient nous aider le cœur dans la main pour pouvoir nous aider à régler nos problèmes. Mais qu'est-ce que le Burkina Faso a donné en échange? Et qu'est-ce que les autres pays qui font appel à la Russie donnent en échange? Parce que moi, je n'ai jamais vu, depuis les indépendances, des États qui venaient aider, d'autres États étrangers qui viennent aider les pays africains, qui le font juste pour venir les aider. En général, lorsque par exemple on prend les grands investissements de la Chine sur le continent africain, ce sont des investissements qui ne sont pas juste des investissements pour nous aider à nous développer. Il y a des contreparties derrière. Il y a l'exploitation des minerais, il y a l'exploitation de différentes mines, par exemple dans certaines régions d'Afrique, ça il faut le dire. Donc, le fait que la Chine vienne nous aider, qu'est-ce que derrière le Burkina Faso a mis en place pour pouvoir c'est-à-dire compenser cette aide-là? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce qu'on ne veut pas retomber dans un nouveau procédé, mais qui peut avoir des retombées totalement différentes. C'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui. Je pense que concernant la Russie, en fait, la réponse sur le fait que la Russie veut avoir en fait une action géopolitique face à en fait généralement l'Occident, c'est-à-dire représenté par les États-Unis. Et donc c'est pour ça en fait qu'ils voient l'Afrique comme un terrain en fait pour pouvoir créer des alliances du point de vue militaire, du point de vue politique, surtout militaire et politique vis-à-vis des États-Unis, dont en fait généralement la présence est beaucoup plus historique. Et donc c'est pour ça, semble-t-il, que du point de vue de nos décideurs, en fait, la Russie semble être un partenaire de choix parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, pour l'instant, ça a confirmé d'ingérence politique interne, mais juste une forme d'aide militaire. Mais comme on dit souvent sur le plateau, une aide ne vient pas sans intérêt.
Oui, ça me permet de réagir et je vais totalement être contre les propos de mon copanéliste pour la simple raison que il y a eu des accords de coopération qui ont été signés lors de la prétendue sortie de la colonisation dans les années 60 qui ont permis à la France naturellement d'avoir un monopole sur les ressources naturelles de pas mal de pays, des 15 pays en tout cas d'Afrique francophone, avec une priorité accordée sur les ressources stratégiques. Qu'est-ce que cela a apporté comme développement au pays africains? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, près de 60 ans après ces prétendues indépendances formelles-là. Il faut encore arriver à la décolonisation et c'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré, en tout cas, me met totalement à l'aise quand il éduque son peuple en leur faisant bien comprendre comment est-ce que le monde aujourd'hui fonctionne et comment est-ce qu'il est structuré. Il prend l'exemple d'un triangle au sommet duquel justement l'Occident se place, c'est-à-dire il décrit le monde comme étant le monde vu d'un point de vue de l'Occident. Au sommet de la pyramide, c'est l'impérialisme occidental qui s'arroge les droits de s'accaparer l'ensemble des ressources de la planète pour son bien-être. Il y a d'un côté en bas l'empire du mal qui est constitué de la Russie, de la Chine et d'autres pays qui sont naturellement ceux qui se battent contre l'ordre établi par l'Occident. Et pour terminer, il y a la place des esclaves qui est la place de l'Afrique et de quelques autres pays dont l'ensemble des richesses doivent servir naturellement l'Occident. Moi, ce que j'ai envie très rapidement, on va de questionner ici, c'est de savoir, quand on dit qu'est-ce que la Russie prend en contrepartie, mais il n'y a pas de rapport d'amour ni d'amitié entre les États, ce ne sont que des intérêts. Naturellement, il est important pour nous d'aller vers des partenaires avec lesquels, naturellement, les termes de l'échange soient le plus équitables possible, même s'ils ne sont pas totalement équitables, qu'ils soient le plus équitables possible, mais surtout des acteurs qui ne vont pas s'ingérer dans la politique, dans la manière de gouverner, dans le choix des dirigeants, qui devrait être en définitive un choix qui repose uniquement sur les peuples africains. Ce qui n'est pas le cas avec les coopérants d'avant, qui sur le plan économique n'ont pas apporté grand-chose. Donc la bataille de l'emploi passe par l'éducation, la bataille de la souveraineté, est-ce qu'elle passe par une diversification des partenaires commerciaux ? Oui, je pense que déjà une diversification de partenaires commerciaux, on a parlé de la Chine. La Chine, c'est un partenaire commercial où la Russie sont des partenaires en fait qui peuvent aider en fait le Burkina Faso à se relever économiquement. Sauf erreur de ma part, comme la plupart des pays de l'AES, il y a eu des sanctions aussi, des sanctions économiques qui sont venues après les différents coups d'État et qui n'ont pas aidé justement en fait à redresser économiquement le pays. Donc oui, les partenaires historiques aussi, c'est-à-dire que les partenaires africains soient aussi les bienvenus. Et donc je pense qu'il faut aussi une diversification du point de vue économique, il faut aussi une diversification de l'activité économique, pas que dépendre de l'agriculture, pas que dépendre des mines, mais diversifier, surtout s'attaquer au secteur tertiaire, au secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrialisation de l'industrie. De toute manière, pour passer d'un pays développé en voie de développement à un pays développé, il faut des industries. Et ce que je note par contre sur l'action du président capitaine Ibrahim Traoré, c'est que du point de vue minier, il a dit qu'il voudrait que les permis d'exploitation soient burkinabés. C'est-à-dire qu'il voudrait vraiment que l'ensemble des permis d'exploitation du point de vue des mines soit de nature locale en fait. Et je pense qu'il va dans cet état de souveraineté économique du pays. Footing. Oui, ce que je trouve très intéressant dans l'approche du capitaine Ibrahim Traoré, c'est la volonté de nationaliser la vision du développement économique, c'est-à-dire une vision endogène du développement qui ne compte pas énormément sur les forces étrangères. Il faut noter que la plupart des apports des pays étrangers, c'est notamment dans le domaine de la sécurité. D'un point de vue sécuritaire, il tend à se baser beaucoup plus sur le local. Et donc, un certain nombre de mesures et de décrets ont été pris, et c'est très intéressant. En tout cas, moi, personnellement, j'admire et je pense que c'est innovant. Ça devrait également donner matière à réfléchir à d'autres pays africains, notamment la consommation de la production locale. Il y a un décret notamment qui limite les importations ou bien qui conditionne les importations à l'achat de la production locale. Par exemple, si vous voulez acheter ou importer du riz, vous êtes contraint de racheter d'abord toute la production locale et de ne prendre que le complément de ce qu'il vous manque en termes d'importation. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui veut dire qu'en réalité, les producteurs locaux peuvent donc très certainement avoir
la facilité de savoir que leurs produits seront écoulés. Et donc, l'économie locale tourne, ça fonctionne, ça permet naturellement d'enrichir toutes les sphères de l'économie. Il y a un certain nombre d'autres innovations, notamment dans le domaine de l'agriculture, où il a mené des politiques de promotion ou d'incentive auprès des jeunes pour leur proposer de ne pas simplement se tourner vers l'administration publique qui ne peut pas employer tout le monde, mais de retourner vers le travail de la terre en donnant des espaces. De cette vision-là ? C'est surtout la vision qui compte d'abord. Avant les finances, c'est la vision, parce que au final, qui est propriétaire des terres? C'est l'État. Et donc, il a mis un certain nombre d'espaces à disposition de ces jeunes-là pour que des programmes de production agricole soient mis sur pied. Un certain nombre d'entre eux sont allés vers ce type de programme, et je pense que c'est innovant et que ça peut permettre d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Pour terminer, la consommation locale, notamment un certain nombre de corps de métiers qui s'habillent avec des vêtements qui étaient autrefois importés, des tissus importés, aujourd'hui doivent s'habiller en faso d'Anfani. C'est le tissu que je porte très fièrement aujourd'hui, qui est le tissu donc que déjà dans les écoles, les jeunes doivent mettre, qu'un certain nombre de corps de métiers, notamment les avocats et dans le domaine militaire, on met progressivement. Et ça montre donc que la vitalité de la production de tout ce tissu-là va reprendre de la vigueur, parce que naturellement, de grosses sommes qui étaient allouées aux importations de tissus étrangers ou de produits finis étrangers vont être redirigées vers cette production locale. C'est intéressant. Frédéric Tchoungui. Alors, moi, j'ai un gros problème avec l'hypernationalisation. C'est ça le souci. C'est que je vais vous prendre un cas de figure très précis. Lorsque l'hypernationalisation des industries ou de la fabrication peut amener deux aspects. Le premier aspect, c'est la corruption. Pourquoi? Parce que lorsque les procédés sont hypernationalisés, ils entraînent économiquement, ils entraînent c'est-à-dire une gestion par le pays même. Et donc, ça facilite la corruption. Je prends le cas, par exemple, du Congo, avec le Congo sous Mobutu. Lorsqu'il a nationalisé les industries et les entreprises étrangères, par exemple, qui étaient sur le territoire, ça a amené beaucoup de corruption. C'est pour ça que c'est très important de contrôler. On ne peut pas tout nationaliser non plus, économiquement. Il doit avoir un seuil de nationalisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peut-être 60% des entreprises sur le territoire sont nationalisables et 40% sont importées. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas en autarcie, premièrement. On ne vit pas en autarcie, on est dans un monde mondialisé. Le Burkina Faso ne peut pas être autosuffisant tout seul. Ça, c'est clair. Le Burkina Faso a besoin de ses acteurs et c'est pour ça que, par exemple, vous voyez dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de Libanais, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils compensent parfois les difficultés à créer de la valeur de certains pays. Donc ça, c'est d'un. De deux, maintenant, il est très important que le président Ibrahim Traoré, dans sa démarche, lorsqu'il fait appel, parce que tout à l'heure nous avons parlé d'un point essentiel et que je pense qu'il est très important de rappeler ici, c'est que lorsque on choisit par exemple des partenaires, parce que nous avons parlé tout à l'heure de la Russie ou de la Chine qui investissent sur le pays, vous savez, aucun partenaire ne vient dans une démarche une démarche totalement désintéressée. Voilà, désintéressée. Ça, c'est très important de le mentionner. Je le redis pourquoi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où le Burkina Faso va essayer de se couper des pays néocoloniaux et en train de se couper pour pouvoir avoir de nouveaux acteurs. Et ces acteurs-là auront un poids décisionnel. Et c'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure de l'ingérence politique. Lorsque vous avez des acteurs politiques, des acteurs économiques militaires qui viennent sur votre territoire, Russie, voilà, ils ont forcément un impact politique sur le long terme. Pourquoi? Parce que ce sont vos acteurs, c'est vous qui les avez fait entrer sur le territoire, donc c'est eux qui vont se dire, ok, avec M. Ibrahim Traoré, nous avons la garantie que nous sommes des partenaires privilégiés, que ce soit en sécurité, que ce soit économique, du Burkina Faso. Nous sommes les partenaires privilégiés, donc nous souhaitons que M. Ibrahim Traoré reste. Donc il y a déjà une forme d'ingérence qui va se mettre en place de manière induite. Pourquoi? Parce qu'il y aura le soutien inébranlable de ces puissances-là, parce que c'est M. Ibrahim Traoré qui leur permet d'avoir accès au Burkina Faso d'une certaine manière. Cédric Amjeu. Alors moi je voudrais plutôt revenir sur autre chose, sur la vision et le financement en fait du Burkina Faso, justement sur l'aspect souveraineté économique. Déjà pour la vision, j'approuve en fait ce qu'a dit mon panéliste sur le Made in Burkina, le Made in Africa,
la promotion des industries locales. Alors, sur le financement, je pense qu'il y a plusieurs points, il y a plusieurs sources de financement. Le premier point, c'est qu'il peut taxer en fait les produits en fait importés hors continent. Donc, c'est-à-dire que les produits qui vont aller dans le Burkina Faso, une partie des taxes va pouvoir peut-être va permettre le financement des activités ou le financement de la transformation de l'économie burkinabèse. Ensuite, il y a les marchés financiers, c'est-à-dire qu'il peut utiliser les marchés financiers, mais surtout local, l'UMOA, pour pouvoir lever de l'argent, c'est-à-dire via des obligations ou des bons de trésor, et pouvoir permettre de financer les projets de transformation, encore une fois, de l'économie du pays. Après, il y a d'autres solutions, typiquement comme par exemple la réduction des dépenses publiques ou encore surtout la formalisation de l'économie informelle, parce que 80% en fait de l'économie vient des PME. S'il arrive à formaliser en fait cette économie et à avoir des recettes fiscales cette économie, il pourra relancer en fait, avoir des ressources financières pour pouvoir relancer l'économie. Du côté du Gabon, Brice Oligui Nguema, arrivé à la faveur d'un coup d'État venu mettre fin à l'ère Bongo, peut-il incarner un modèle de gouvernance militaire en Afrique? C'était le thème de l'une de nos émissions. Regardez. Je voudrais d'abord vous faire réagir. Il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. On a posé la question aux internautes pour savoir ce qu'ils pensaient de ce style d'Oligui Nguema au pouvoir. Je vais vous en lire un et je voudrais avoir après votre réaction. Le général Brice Oligui Nguema défend les intérêts occidentaux, se met beaucoup trop en scène, ne fait aucune rupture avec le système néocolonialiste, ne met aucune mesure en place pour la souveraineté de son pays sur les plans sécuritaires, alimentaires et énergétiques. Moi, je dirais que le style d'Oligui Nguema, pour ma part, c'est le populisme, la fermeté, habité par une ambition de vouloir rester où il est parce qu'il a pris goût. Il est plutôt dans la continuité. Quant aux intérêts du Gabon, je crois que M. Oligui Nguema, dans sa gouvernance, dans ses échanges, dans ce qu'il renvoie au peuple gabonais, il y a une certaine fermeté, parce que quand il intervient, par exemple, on l'a vu sur certains dossiers comme la vente du pétrole, comme le rachat d'Assala, comme la décision qu'il vient de prendre avec la SEG, on se dit, il est là, au moins il prend des décisions, c'est un homme engagé, il prend soin de nous, il essaie de nous sortir de là. Mais par contre, dès qu'on tourne la tête, on retourne dans les travers d'un système que je connais puisque je suis... C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on vend au petit peuple ce qui va lui faire plaisir, mais derrière tout ça, il y a une telle continuité que sincèrement, on est, je ne dirais même pas déçu, on est tout simplement dégoûté. On est tout simplement dégoûté. Parce qu'entre les nominations copain-coquin, que le président de la République, puisqu'il a voulu être appelé président de la République, non pas tout simplement le général président du CTRI, chef de l'État, entre les nominations copain-coquin, la fête permanence, la jouissance, je suis là, donc je prends ce qui me plaît. Et puis il y a ce côté aussi de transformer, autant avec la famille Bongo, Ali Bongo n'avait pas trop d'attache avec le village familial de son père. Mais aujourd'hui au Gabon, il ressort une gestion d'un État avec ses deux principautés, c'est-à-dire la principauté du village de naissance de la mère de M. Oligui Nguema, où il a grandi, où il a fait toute sa vie, et le village de son père découvert un peu tardivement. Ce sont deux principautés qui, eux, aujourd'hui, c'est eux qui donnent le là pour tout le Gabon. Et ça, c'est pas ce qu'on attendait du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour moi, à ce niveau-là, on est dans la continuité, dans le favorisme, dans le népotisme et dans je fais ce que je veux. On l'a évoqué. Je vous laisse peut-être répondre d'abord, Armand Ouedi. En fait, moi, le général Oligui Nguema, c'est un illusionniste. Et en tant que tel, il le prouve. Pourquoi ce terme ? Vous savez, pour rappeler ses propres termes, sinon se rapprocher, il parlait d'être un fervent adepte de Machiavel, du prince.
Et le principe du prince, l'un des principes du prince, c'était l'illusion, faire croire. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des chantiers qu'il essaye de mettre partout, il fait croire qu'il y a des travaux qui se font. Sinon, il fait croire qu'on va arriver au terme de ces travaux. Mais vous et moi, nous savons qu'on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Le Gabon, on a... Et c'est sur cet angle-là que moi je veux pas aller sur la personne physique, parce que tout autant que nous sommes, nous avons des défauts. Mais le Gabon, on avait besoin en fait d'un homme capable de venir sur le terrain du développement. Les indicateurs de développement humain, la pauvreté, le chômage, la santé, voilà les problèmes qui intéressent les Gabonais. Que vous ayez 50 femmes, que vous faites ce que vous voulez, que votre père soit je ne sais pas qui, la question, c'est sur le panier de la ménagère. La question, c'est comment se soigner. La question, c'est comment éviter le décrochage scolaire, parce qu'on a un système de décrochage scolaire chez nous qui est juste extraordinaire, malgré que, contrairement à d'autres pays africains, on s'en sort pas mal. Mais les questions sur lesquelles on attendait son excellence Oligui Nguema, c'était sur cette phase-là. Ce n'est pas le népotisme, ce n'est pas la gabégie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup plus, à part le miroitage des travaux, parce que c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il fait miroiter qu'il y a un certain nombre de travaux qui se font. Il fait miroiter parce qu'avant-hier, il s'est réveillé, il s'est rendu compte que la SCG a un problème. C'est qu'avant-hier, alors que c'est des problèmes qui datent de longtemps. Il se réveille en disant, mais la SCG a des dettes. Mais la SCG... Tout le monde sait, ou ceux qui veulent savoir, que la SCG, comme beaucoup d'autres entreprises, ont financé l'État gabonais, ont payé les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes chez nous, au Gabon, qui sortent même de la déontologie de gestion. Vous n'avez pas besoin de faire Saint-Cyr pour savoir que, en réalité, voilà les problèmes des Gabonais. Ils veulent juste manger. C'est Maslow qui parlait de la pyramide des besoins. C'est-à-dire qu'on ne s'achète pas un avion quand les gens veulent manger. Et c'est ça le problème. Et qui l'interpelle, par exemple, aujourd'hui, la SCG, qu'est-ce que ça traduit? Mais je vous disais tout à l'heure que pour moi, c'est l'élève, parce qu'il y en a eu tellement de Machiavel, l'illusion. C'est montrer qu'il tape sur la table, qu'il constate comme... C'est-à-dire qu'il se réveille en disant, mais la SCG, vous faites n'importe quoi. Mais la SCG, vous connaissez la SCG. Celui qui est à Matanda, qui est au fin fond de Bitam, il sait exactement comment fonctionne la SCG depuis des années-lumière. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on constate qu'il y a un problème de dysfonctionnement de la SCG. Donc, quand il parle de amis, copains et compagnie, il les connaît. Mais pourquoi il ne les pointe pas du doigt? Pourquoi il ne dit pas, vous avez détourné de l'argent? Cet argent, même si, allez, allons-y du principe qu'on vit l'instant présent, comme disait Hegel, il faut vivre l'instant présent. Mais dans cet instant présent, il y a de l'argent. Au lieu d'aller chercher l'argent dehors, l'argent est sur place. Il faut prendre cet argent et investir. Ne pas aller s'endetter. Parce que là, aujourd'hui, on s'endette pour engraisser deux pélitroits tendus, passez-moi l'expression, de ces soi-disant, et d'ailleurs on en reviendra, ces soi-disant amis d'armes, qui aujourd'hui deviennent des hommes extrêmement riches. Donc, on en reviendra. Mais pour poursuivre dans sa lancée, je dirais néanmoins, soyons quand même raisonnables. Parce que Oligui Nguema est issu d'un coup d'État. Et dans ce coup d'État, le leitmotiv a été la restauration des institutions. Et ce qui est fait tout autour de ces 2 années était tout simplement de répondre aux besoins urgents des populations, mais le but, c'était de mettre en place, de remettre debout le Gabon. Prioriser peut-être les enjeux. C'est ça leur leitmotiv. Ce n'était pas de venir mettre des compagnies aériennes. On pouvait penser à tout ça, mais pour préparer pour la suite du gouvernement qui viendrait, élu par le peuple, qui peut engager le peuple dans des opérations comme ils le font aujourd'hui. Et je crois que... Et où est-ce qu'on en est justement dans la réforme de ces institutions, la lutte contre la corruption? 1 an plus tard, c'était évidemment, comme vous l'avez dit... dans la suite du cahier des charges, en fait, ce qu'il fallait appliquer. Où est-ce qu'on en est concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? En 1 an, au niveau de la restauration des institutions... Armand Mouidi reviendra vers vous, je vous vois sourire. Où est-ce qu'on en est concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1 an, au niveau de la restauration des institutions, 1
je ne sais pas, il y a quand même eu des choses dans la restauration des institutions. La seule chose qu'on retient dans la restauration des institutions, c'est un besoin pour le chef de l'État, le président du CTRI, de mener certaines opérations qui se résument à des opérations de communication. Parce que la restauration des institutions, quand vous-même, et excusez-moi de le dire, monsieur Oligui Nguema, quand une société, je veux revenir dessus parce qu'aujourd'hui je me bats pour ça, c'est Webcor ITP. Voilà une société qui a amené l'État gabonais devant les tribunaux. Et voilà une société qui a été déboutée, qu'on a dit l'État gabonais ne vous doit rien. Et voilà que sous la transition, qui doit restaurer les institutions, faire respecter la souveraineté du Gabon, 2 agents publics se lèvent et puis disent à cette société qui a été déboutée devant les tribunaux, leur disent, mais écoutez, nous, vous laissez le truc de Paris, nous, on va vous donner l'équivalent de plus de 70 milliards de francs CFA. Ça dépasse le prix même du fameux hôtel particulier qui a fait tant hurler la diaspora qui se gave désormais au Gabon. Et tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Le chef de l'État, ni le ministre de la Justice, aucun ne se lève pour dire « vous avez des comptes à rendre au peuple gabonais ». Plus de 100 millions d'euros qu'on vient donner comme ça, il n'y a aucune justice, on ne dit rien. Et quand on évoque ça, on a l'impression qu'on demande la lune. La restauration des institutions, la souveraineté gabonaise, le respect de l'état de droit. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, je l'aime bien, mais il vient de bafouer ce pourquoi il s'est levé un beau matin pour nous dire Ali Bongo était mauvais. Dans cette réforme des institutions, 1 an plus tard, est-ce qu'on peut dire que c'est un aveu d'échec ou c'est encore trop tôt? Je me permettrais de dire que, au lieu de dire comité pour la restauration des institutions, on va plutôt dire comité pour la restauration des infrastructures. On a beaucoup plus des entreprises d'infrastructures. C'est même plus le gouvernement qui fait des travaux, c'est le CTRI qui fait des travaux. Vous me direz que le CTRI n'a pas l'expérience, on va dire ça comme ça. Allez, on va leur dire que c'est des nouveaux. Mais franchement, ce n'est pas des institutions qui sont en train de restaurer. Hein. Je vous assure, ce n'est pas des institutions. Parce que quand on voit ce qui se passe au Gabon, ma compatriote vient à peine de sortir un certain nombre de points. C'est juste du gros n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous disais que pour moi, Oligui Nguema, c'est un illusionniste. C'est juste faire croire. Parce qu'effectivement, on a annoncé la restauration des institutions. Ça a été annoncé à grande pompe. Hein. On a même dépensé un certain nombre de milliards pour dire qu'on va revoir les institutions. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que simplement, ça a été dit, rien n'est fait. On est beaucoup plus sur les chantiers, sans appel d'offres. Donc, il y a 2 PD, 3 tendus, passez-moi l'expression, qui sont graves, qui prennent de l'argent du contribuable, alors qu'on a un taux de chômage qui est à plus de 40%. On a une pauvreté qui n'est juste pas possible. On a des hôpitaux. D'ailleurs, tout récemment, on a évacué Madame Marie-Joséphine Kama. Pourquoi? Parce que les hôpitaux au Gabon... Mais est-ce qu'un an, c'est pas court, justement? Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, vous ne pouvez pas. Quand vous arrivez, on a eu le New Deal aux États-Unis, où le président, à l'époque, s'était donné ce qu'on appelle un deadline en fonction des priorités. Vous croyez que les priorités au Gabon, c'est des jets? Vous pensez que les priorités au Gabon, c'est des immeubles? Quand des gens vivent dans des situations de précarité extrême. C'est pas ça les priorités. Vous savez, en mai 2023, il y a eu le plan national de développement, parce qu'au Gabon, figurez-vous que nous sommes à plus de 70% de jeunes. Au Gabon, il y a 70% de jeunes. Ça veut dire que la priorité du président de la République, c'est en réalité de trouver des voies et moyens pour que ces jeunes sortent de l'oisiveté. Voltaire d'ailleurs disait que l'oisiveté est la mère de tous les vices. On ne va pas les tuer, comme ça se passe à Mwanda. L'idée, ce n'est pas de les tuer. L'idée, c'est de les former. L'idée, c'est de les mettre en activité. Et non de jouer aux zigotos, passez-moi l'expression, à travers le monde. Puisqu'aujourd'hui, quand on se balade, on a 15 personnes qui nous suivent.
on a des délégations qui coûtent cher à l'État. C'est pas gratuit tout cet argent. Non, mon cher compatriote, je vais vous couper. On n'a pas 15 personnes qui nous suivent. Les délégations du général président sont, quand c'est raisonnable, nous tournons autour de 60 personnes. Et tout ça, c'est aux frais du contribuable gabonais. Et je voudrais aussi rappeler, dans le bilan politique, qu'on peut dire de la restauration des institutions, quand le chef de l'État, qui est normalement au service du peuple, dit dans la ville de Muanda, parce que la petite population hurle en disant l'ADG, puisque le seul employeur de la ville de Muanda, c'est Comilog. Ouais. Et c'est Comilog, c'est l'État dans l'État. Quand les gens disent non, nous c'est pas bon, on ne veut plus du dirigeant de l'ADG de cette entreprise, et que plein de colère, le président, chef de l'État, dit au peuple, la main qui donne est toujours en haut. Donc quand vous vous plaignez, moi ça me rassure que la personne qui est là est la bonne personne. Mais c'est hallucinant. Voilà quelqu'un qui est venu en disant « je suis venu pour vous » et qui tout à coup estime que lui, sa main est en haut, dont le peuple n'est que portion congrue. C'est ça la gouvernance, c'est ça la restauration des institutions sous M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et de cette vision-là, de cette approche politique, les Gabonais n'en ont pas rêvé et les Gabonais n'en veulent pas. Je voudrais réagir à un autre commentaire d'un internaute. Vous parliez à l'instant des jeunes. L'un des commentaires qui est revenu, c'est qu'il faudrait, dans les demandes de la jeunesse, qu'il y ait plus de formation dans les métiers de l'innovation, un peu comme le Bénin. Mais vous savez, je disais tantôt que quand on regarde les illusionnistes, les CTRI, on se rend compte que ce n'est pas réellement le besoin des Gabonais qui importent plus, c'est dépenser l'argent du contribuable. Parce que c'est bizarre, hein. Aujourd'hui, on a une bande de guignols qui n'ont pas compris qu'on a des enfants, on a des jeunes, on a 70% de cette population, on parle de 40% de taux de chômage, plus de 40% de taux de chômage. Mais ça, c'est ceux qui sont inscrits. Mais ceux qui sont non inscrits, les invisibles, ces invisibles sont des milliers de Gabonais qui ont besoin simplement d'avoir des passerelles, qui ont besoin d'avoir des systèmes à leur écoute, qui ont besoin d'être accompagnés dans l'activité. Mais pourquoi ne pas réfléchir sur ce sens-là? Pourquoi ils vous diront qu'ils ont créé des centres de formation? À Port-Gentil, par exemple, il y a un centre de formation. Oui, mais le centre de formation ne sert à rien si derrière vous n'avez pas négocié au préalable avec les entreprises capables de les prendre. Donc, il y a peut-être une fiscalité à avoir avec ces entreprises pour les intégrer, pour permettre à ces entreprises de pouvoir les intégrer. Donc, c'est pas tant juste la formation, c'est tout le process. Ils nous ont sorti l'accompagnement au véhicule de taxi, au taxi. Vous imaginez quelqu'un qui vit dans un coin, passez-moi l'expression, pourri de Libreville, qui a du mal à se nourrir, et qu'on va demander, écoutez, pour ce véhicule, vous avez besoin de 1500 €, disons 1 million. 1 million pour pouvoir prendre le véhicule. Mais jamais il va prendre ce véhicule. Il n'a même pas 1000 francs sur lui. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte, lui? C'est pas possible. Donc, pour moi, je pense qu'on a affaire à des hommes d'affaires. C'est la politique, vous savez, la politique, je pense que la politique, comme disait Voltaire, c'est se mettre au service des autres. On ne peut pas dire qu'on veut faire de la politique si on n'est pas capable de servir les autres. Et ceux-là, nos militaires, ce n'est pas des militaires, c'est des chefs d'entreprise, c'est tous des chefs d'entreprise. En réalité, ils devraient faire créer des entreprises et sortir de la politique. Ce n'est pas pour eux. La politique, c'est servir les autres. C'est un sacerdoce. Donc on ne s'amuse pas avec la vie des autres. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais pire que ça, c'est pas qu'ils s'amusent avec la vie des autres. C'est que tout simplement, ils sont en train de réduire en ayant l'espoir né du 30 août. Parce que l'espoir né du 30 août, c'était de dire que le Gabon est un pays qui est cloisonné. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez fait des études, ou parce que vous avez des compétences, ou parce que vous semblez avoir développé des capacités pour ceci ou cela, que vous pourriez émerger. Si ce cloisonnement, ceux qui sont dans le centre, ne vous intègrent pas, vous n'avez aucune chance. Je ne souhaite pas pour le Gabon qu'avec le désespoir que M. Oligui Nguema est en train de créer, qu'on ait
une jeunesse qui va se dire, puisqu'il n'y a aucun espoir, et que tout ce qu'on est en train de nous mettre en place là n'est pas différent de ce qu'on nous faisait avant, mais on va suivre le chemin des autres, on va aller prendre la route pour aller chercher notre raison de vivre, donner un sens à notre vie en allant hors du Gabon. Et ce que fait M. Oligui Nguema prend ce chemin-là, parce qu'on est resté à nouveau dans les nominations, dans tout ce qui est autour des mêmes familles. On attendait, quand on parle de la restauration des institutions, la justice, où la place, M. Oligui Nguema? Parce qu'après le coup d'État, les Gabonais étaient contents. Qu'est-ce qu'ils disaient? On va les voir en prison. Ils vont connaître qu'est-ce que c'est que ne pas manger 2 repas, même pas un seul repas par jour dignement. Mais ces mêmes personnes qui étaient avec Ali Bongo, qui se sont engraissées, et entre eux, leur famille et tout, ces mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes que vous retrouvez autour d'Oligui Nguema. On a parlé des morts de 2009 à la première élection d'Ali Bongo. Qui est le président de l'Assemblée nationale? Le ministre de l'Intérieur de cette époque. Je voudrais réagir justement, pendant qu'on préparait l'émission tout à l'heure, Anne-Marie, vous disiez qu'il fallait aujourd'hui s'assumer et qu'il ne fallait pas prendre une nouvelle veste. Je fais le lien avec ce que vous venez de dire. Hyper président, est-ce que ça veut dire qu'il s'est un peu perdu dans son rôle aujourd'hui? Moi, je dirais même qu'il ne s'est pas perdu. Parce qu'il faut revenir, qui est Oligui Nguema? Oligui Nguema, ce n'est pas péjoratif, ce que je vais sortir. Et Monsieur le Président, vous le prenez pas mal, il a été porteur de sac. Donc, ayant porté le sac de M. Omar Bongo, il a eu vu le temps de voir tout l'apparat, commandant en chef de la garde républicaine. La garde républicaine, de voir tout ça. Je crois que pour lui, c'est même un rêve ce qu'il est en train de vivre. Et aujourd'hui, les gens veulent enlever le fait que ce que nous avons reproché à M. Ali Bongo Ondimba, surtout les 5 dernières années, ce que nous reprochons à Mme Sylvia Bongo Ondimba, que je ne défendrai jamais, ce que nous reprochons à Nouridine Bongo Ondimba, qui est aujourd'hui derrière les barreaux, et certaines personnes qui sont avec eux. Mais leur travail a servi à qui? Qu'est-ce qui a fait revenir M. Oligui Nguema au Gabon? C'est bien ces gens, ce sont bien ces personnes qui se sont assurées que M. Oligui Nguema va faire en sorte qu'il conserve le pouvoir. Ça a été dit par eux-mêmes, même dans la lettre de M. Ali Bongo. M. Oligui Nguema a été dans la préparation des élections. Il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas le résultat. Donc, ce monsieur n'est même pas dans l'imitation. Il est dans la jouissance. Il ne croyait même pas, même pas lui-même, qu'il deviendra un jour ce qu'il est aujourd'hui. Et son comportement aujourd'hui, ce n'est même pas Omar Bongo, parce que j'ai écrit plusieurs fois qu'il était dans l'imitation d'Omar Bongo. Mais Omar Bongo, celui qui imite, ne sera jamais à la hauteur du maître. Il devrait, s'il était conscient de ses lacunes, de ses manquements, de nous sortir le véritable Oligui Nguema. Moi, en tant que Gabonaise, de père et de mère, je voudrais savoir qui est M. Oligui Nguema, parce que j'ai pleuré Omar Bongo Ondimba, donc j'ai travaillé avec lui. Je l'ai pleuré. Je ne veux pas voir sa copie. Je voudrais connaître qui est M. Oligui Nguema. Je voudrais voir comment ce monsieur gère le pays pour lequel il s'est levé un beau matin au risque. Parce que moi, je le retiens néanmoins. Ce n'était pas sûr qu'il a jusqu'au bout qu'on ne lui tire pas une balle dans la tête. Il faut quand même le reconnaître qu'il a eu le courage de faire ce qu'il a fait. Mais qui est-il réellement? C'est ça le problème aujourd'hui. Je n'ai pas en face de moi un homme d'État. J'ai un imitateur professionnel. Alors on attend l'homme d'État. Ça revient au terme que vous avez exactement. L'illusionniste. C'est quelqu'un malheureusement qui doit vraiment avoir un problème de connaissance de soi. Vous savez, Descartes disait « cogito ergo sum ». La conscience est celle-là qui nous définit. Mais quand vous regardez Oligui Nguema, vous avez l'impression en fait que il ne veut pas, ou sinon soit il a peur, soit il ne sait pas qui il est, mais il se cache derrière une personnalité qui n'est pas.
Et malheureusement, vous savez, dans ce cas d'espèce, ça conduit toujours à des situations extrêmement compliquées. Et je ne veux pas prédire des choses compliquées pour mon pays, parce que c'est quand même mon pays. J'appelle simplement à sa conscience, à revenir à la raison. Parce que de perdre conscience... De quelle façon? Qu'est-ce que vous savez, quand ils prennent le pouvoir dans leur charte, la première des chartes, ils ne devaient pas se présenter à l'élection. Aujourd'hui, tout a changé. Ils posent des actes pour simplement créer son personnage. D'ailleurs, le fameux référendum, c'est quelque chose qui est créé pour lui. Il exclut notamment ceux de la diaspora, parce qu'il a peur. Mais mon cher Oligui, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes des politiciens. Nous ne sommes pas des chefs d'entreprise. Moi, personnellement, je suis un politicien. Je ne suis pas un chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise parce que j'ai appris. Mais dans ma passion, ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est la politique. C'est-à-dire que c'est se mettre au service de la cité. C'est ce que Oligui Nguema ne comprend pas. Quand on fait de la politique, on doit servir. Et lui, ce n'est pas un serviteur. C'est quelqu'un qui veut être servi. Puisqu'il a servi Omar, comme prenait l'exemple, il a servi Omar, il a certainement rêvé qu'on le serve également. Et d'ailleurs, dans ces échanges qu'il a avec la presse, dans ces échanges d'ailleurs les derniers qu'il a eu avec la SEG, l'impression qu'il donne, c'est que je veux qu'on me serve, je veux qu'on m'écoute. Vous me direz que c'est parce qu'il est militaire et que c'est beaucoup plus un rêve de petit enfant. Mais mon cher, c'est la réalité, gérer un pays. On ne s'amuse pas pour gérer un pays. Et là, la situation qu'on a là, c'est simplement parce qu'on a un plaisantin, on a quelqu'un qui veut pas être Oligui Nguema, mais qui veut être quelqu'un d'autre. Il veut être Omar, il veut être je ne sais pas qui, mais il ne veut pas être Oligui Nguema. Et justement, alors, l'un des points que vous évoquiez, c'est la succession. Vous évoquiez presque une pâle copie d'Omar Bongo. Je voudrais justement qu'on aborde le sujet des relations avec la France et l'international. Donc avant le coup d'État, les relations entre le Gabon et la France, elles ont été mises un peu à l'épreuve. Eh bien, comment aujourd'hui le Oligui Nguema il arrive à naviguer avec cette nouvelle donne géopolitique? Moi, je pense qu'il faut revenir quand on parle de coup d'État au Gabon, je vous rappelle quand même que rien ne se fait au Gabon sans que la France... On a même parfois l'impression que ça veut dire ça commence à Paris, ça finit au Gabon. Donc les relations, si la France a laissé faire, parce que maintenant il est temps qu'on laisse tomber ces petits arrangements, ce langage codé, si la France a laissé le coup d'État se faire, après que M. Emmanuel Macron, soit venu au Gabon pour conforter, donner l'illusion à M. Ali Bongo et à son entourage qu'ils avaient toujours leur appui, comme au bon vieux temps, c'était dans le cadre du On Forest Summit. Tous les Gabonais, beaucoup de Gabonais étaient révoltés, Emmanuel Macron est venu soutenir Ali, alors qu'on était dans un jeu de dupes. Il fallait rassurer ceux qui avaient le pouvoir, qu'on était toujours avec eux. Et derrière, on voyait bien que parce que le Gabon, il y a le Gabon, il y a le Tchad, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire. Ces 4 pays-là, la France ne peut pas accepter de les perdre. Surtout le Gabon, même si aujourd'hui la base militaire française au Gabon est maintenant devenue une sorte de centre de formation. Les relations entre la France et le Gabon, tant qu'Oligui, c'est pour ça que son premier voyage officiel, qu'il a imposé à la France. Parce que le fameux forum Gabon-France, ce n'était pas la demande de la France. C'est le Gabon qui a voulu absolument, pour montrer que M. Oligui Nguema avait été adoubé par la France. Il fallait qu'il vienne, qu'il soit reçu d'ailleurs sur la page de l'Élysée, l'agenda de l'Élysée. Tout le monde a été à cran parce que jusqu'à presque 16h30 apparaissait pas le fameux rendez-vous, la fameuse rencontre. Et tout le monde était dans ces états. Non, les relations entre la France et le Gabon sont toujours au beau fixe. Il ne demeure pas moins que, on va rester un peu correct, le Gabon est un pays souverain.
et le Gabon est à la recherche des financements. Le Gabon est à la recherche de sa crédibilité à l'international. C'est un repositionnement vers la Chine, la Russie, par exemple. Oui, le Gabon a droit. Parce que quand on a vu Ali Bongo les derniers jours, les derniers moments, c'était pénible. Il donnait l'image d'un pays qui était comme lui-même comme un tordu, ne pouvant plus se lever. Et je crois que le fait qu'Oligui Nguema ait fait le coup d'État, que lui-même ait pris le bâton de pèlerin pour aller partout dans le monde et surtout convaincre la France qu'il pouvait continuer, pouvait lui faire confiance, était indispensable. Et les relations entre le Gabon et la France sont au beau fixe. Ils vont très bien, mais la France n'interdit nullement au Gabon, qui est un État souverain, jusqu'à la preuve du contraire. On a dit indépendance 1960, d'avoir des relations avec d'autres pays comme la Chine, d'où vient de revenir M. Oligui Nguema. C'est la fin de ce 3e best-of. On se retrouve très vite pour le prochain numéro.